Hello à tous et bienvenue sur mon podcast L'éco-pédagogique dédié au débunkage du système éducatif à la française. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré à la réussite ou plutôt à sa définition en fait. Alors il m'a paru important d'aborder ce sujet avant tout autre parce que à travers les interactions que j'ai pu avoir avec les parents que j'accompagne ou même avec mes abonnés, ce qui m'est apparu, c'est que déjà, on n'avait pas tous la même définition de ce qu'est la réussite. Ça, c'est un fait et je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on présume que tout le monde sait la définir. Et donc, cela m'a conduit à me demander concrètement, qu'est-ce qu'on entend par réussite ? Comment se représente-t-on la réussite, que l'on soit parent, élève, enseignant, et que sais-je ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de dire qu'un enfant est en réussite ? Alors, vous commencez à me connaître un peu et vous savez que je vais essayer de répondre en me servant d'éléments historiques et sociologiques. Je vous préviens encore une fois, comme je l'ai fait à l'épisode précédent, il va y avoir énormément de répétitions. Cette fois-ci, le mot qui va revenir le plus, c'est réussite, évidemment. Alors pourquoi est-ce que à chaque fois je tiens à vous prévenir lorsqu'il y a des répétitions, c'est simplement parce que moi personnellement, les répétitions, ça me défrise un peu les tympans. D'accord ? Donc, j'ai tendance à me dire que parmi les auditeurs, auditrices, bon nombre de personnes aussi sont un peu comme moi. Donc, je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir des répétitions. Mais voilà, quand on ne peut pas faire autrement, on fait avec tout simplement. Au niveau de l'éducation nationale, il n'y a jamais eu de véritable réflexion autour de la définition de la réussite. On pourrait se dire qu'une institution qui est amenée à faire réussir les élèves, que la moindre chose, c'est qu'elle ait quand même établi un consensus autour de ce questionnement-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que la réussite et qu'elle puisse la circonscrire dans un champ d'action. Pour savoir pourquoi est-ce que l'éducation nationale ne s'est jamais vraiment penchée sur la question, il faut revenir un peu aux origines de l'institution, c'est-à-dire autour des années 1880. La raison principale de ce manque de définition, c'est que, à l'origine, l'objectif initial de l'école, lorsqu'elle a été rendue obligatoire dans les années 1880, vous allez être étonnés, mais ce n'est pas du tout de faire réussir les élèves comme nous l'entendons aujourd'hui. Le but premier, c'était déjà d'enrôler les enfants dans la République naissante, dans un contexte politique où le choix du régime, c'est-à-dire celui de la République, est passé à un cheveu près. C'est-à-dire que, à un cheveu près, c'était l'empire qui allait perdurer. Donc, l'école est devenue l'instrument de prédilection pour modeler les jeunes esprits et les faire adhérer à cette toute nouvelle réalité politique. Plus tard, lorsque cela a été acquis, c'est-à-dire que le spectre de l'Empire ne représentait plus une quelconque menace pour la jeune République, l'école s'est attachée à ce que chaque couche sociale se maintienne et se reproduise. Il y avait donc des écoles pour les élites, des écoles pour les classes bourgeoises, et des écoles pour les classes populaires. Alors, c'est un fait que nous, aujourd'hui, avec notre regard de 2025, on ne pourrait juger parce que nous avons nos propres valeurs et qu'ils avaient leur mentalité et leurs valeurs à cette époque-là. Mais c'est un fait que pour un fils d'agriculteur, le rôle de l'école, c'était de le préparer à devenir un bon agriculteur et à connaître tous les aspects techniques, surtout que on est encore dans cet élan de révolution industrielle. Donc, c'était de connaître tous les aspects techniques et technologiques pour son futur métier. Le fils du diplomate, lui, il aura accès à une éducation qui va le préparer à suivre la voie de son père. Je fais exprès de dire bien le fils d'un agriculteur et le fils d'un diplomate parce que pour une fille, la réalité était encore tout autre et j'aborderai ce sujet-là dans un prochain épisode. Tout cela pour vous dire que la réussite éducative dans le sens
où on pourrait l'entendre aujourd'hui, ce n'est pas dans l'ADN de l'école et de l'éducation nationale et il faut bien l'avoir en tête. Donc, il n'y a eu que peu de recherches sur l'établissement d'un consensus au sujet de la réussite. Peu de recherches, je m'entends, au sein même de l'éducation nationale. Comme il n'y a pas eu de véritable définition commune sur cette notion de réussite éducative, l'éducation nationale laisse les acteurs locaux s'entendre sur leur propre définition. Vous avez peut-être entendu parler des programmes de réussite éducative mis en place par l'État autour des années 2005-2006, là, et qui visent justement à mieux appréhender la scolarité des élèves de façon globale, c'est-à-dire sous différents aspects. Eh bien, l'instauration même de ces projets de réussite éducative en 2005-2006 s'est faite sans prendre le temps d'en définir les termes, des termes qui n'ont pourtant pas été choisis au hasard puisqu'on parle bien de projet ou programme de réussite éducative. Mais tout se passe comme si, en fait, la chose était entendue par tous et surtout entendue de la même manière. Mais vous le savez déjà, c'est loin d'être le cas. À défaut d'avoir une définition commune, c'est la réussite scolaire que l'on met en avant pour évaluer le parcours d'un individu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la performance académique est quantifiable et évaluable par des notes, des diplômes, des classements et j'en passe. Et on a tendance à considérer la réussite scolaire comme une condition à la réussite financière, professionnelle, sociale ou personnelle. Au contraire, la réussite éducative, qui, je le rappelle, est une conception plus globale de la réussite, ne semble pas avoir de normes, bien qu'elle se veuille être plus large dans sa définition. Dans leur programme de réussite éducative, par exemple, le rectorat de Brest s'est entendu sur 4 axes. Premièrement, l'estime de soi et la confiance en soi. Deuxièmement, la capacité à vivre en société. Troisièmement, l'acquisition d'une capacité d'insertion scolaire et professionnelle. Et quatrièmement, la mise en œuvre d'un projet personnel. En général, les programmes de réussite éducative s'efforcent de ne pas réduire l'élève à sa seule scolarité. Puisque l'éducation nationale ne donne pas elle-même une définition sur la réussite éducative, eh bien, nous pouvons trouver des éléments de réponse en nous penchant sur le volet sociologique. Des études ont été menées auprès de la population depuis les années 1970 à peu près. On s'intéresse davantage cette fois à la perception de la réussite éducative et non à sa définition, c'est-à-dire comment est-ce que les individus, comment est-ce que les groupes sociaux perçoivent la réussite éducative. En fonction de sa classe sociale, la perception de la réussite éducative et du rôle qui joue l'école est sans surprise différente. En 72, une étude menée auprès des pères de famille en France a démontré que dans les classes populaires, les familles ont tendance à accorder plus d'importance aux fonctions formatives de l'école, à voir l'école comme un moyen de quitter la classe ouvrière. Idem aussi pour les familles vivant en milieu rural. Pour eux, l'école, c'est avant tout le moyen d'accéder à la mobilité sociale. Dans les classes populaires, on conscientise cette possibilité, mais tout en restant réaliste. On veut avant tout que les enfants puissent exercer un métier et être autonomes. La perception de la réussite éducative ne diffère pas seulement selon la classe sociale, mais aussi selon le rôle que l'on joue dans les rouages de l'éducation nationale, c'est-à-dire que l'on soit enseignant, éducateur, travailleur social ou psychologue. Pour les uns, la réussite éducative, c'est prévenir l'échec scolaire. Pour les autres, c'est prévenir la délinquance. Pour les uns, c'est prévenir la maltraitance. Pour les autres, il s'agit de faire du contrôle social auprès des familles, voire de privilégier une approche de santé publique. Une autre étude menée auprès des enseignants dans les années 90 démontrait que les enseignants avaient tendance à considérer qu'un élève qui est en réussite scolaire est un élève qui est en harmonie avec lui-même, mentalement, etc.
Et pour celui qui se retrouve en échec scolaire, c'est qu'il y a forcément quelque chose en lui qui est la source de son échec. Autrement dit, les enseignants s'attribuent souvent la réussite de leurs élèves, mais dès qu'il y a échec, sans surprise, c'est l'élève qu'on va remettre en question, voire peut-être même sa famille. Parce qu'on va se dire directement qu'il n'a peut-être pas fourni assez d'efforts. En interrogeant les principaux intéressés, les élèves, les étudiants, on se rend compte que la perception de la réussite éducative est tout aussi hétérogène et qu'elle peut revêtir d'autres aspects auxquels on n'aurait pas forcément pensé, nous, adultes, mais qui, après analyse, montrent une certaine logique. Déjà, leur focus est centré sur la réussite scolaire, ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque en plus d'être quantifiable et évaluable, elle correspond à leur réalité quotidienne. Dans leur ouvrage « Les jeunes et la représentation sociale de la réussite », que je trouve vraiment toujours d'actualité, les sociologues Rivière et Jacques classifient la perception de la réussite chez les élèves, chez les étudiants, en 5 catégories. La première, la répulsion. C'est lorsque l'élève, l'étudiant, n'a aucune motivation pour le cadre scolaire. Donc c'est une vision qui est plutôt négative des études et qui est souvent la conséquence des difficultés déjà éprouvées dans le cadre scolaire. Pour ces élèves-là, l'école, c'est un fardeau et la pression familiale et sociale est un poids dont ils aimeraient se défaire. Donc pour eux, le but, ça va être d'entrer le plus vite possible dans la vie active. Deuxième catégorie dans cette classification-là, la résignation. Pour ces élèves-là, réussir à l'école est une condition obligatoire pour décrocher un emploi qui leur permettrait un certain confort matériel. Ce n'est pas l'intérêt pour les études qui va les motiver, mais la nécessité pour accéder à une vie plus confortable. Ensuite, troisième catégorie, l'utilisation. Il s'agit pour ces élèves-là de s'inscrire dans la performance scolaire pour se démarquer des autres et se valoriser. Dans cette perspective, les longues études sont souvent privilégiées car en fait, elles sont perçues comme une condition pour accéder à la richesse matérielle. Donc atteindre un niveau social supérieur est un objectif pour avoir une vie aisée. Quatrième catégorie, l'actualisation. Pour ces élèves-là, ces étudiants-là, la réussite scolaire est un moyen de s'accomplir personnellement. Il n'y a pas forcément de logique de carrière derrière, mais simplement de s'accomplir personnellement. Dernière catégorie, l'harmonisation, qui est bien plus rare en fait, parce qu'elle correspond aux élèves qui étudient parce qu'ils aiment étudier et que étudier pour eux, c'est fun, tout simplement. En faisant cette étude, les sociologues ont aussi remarqué que cette classification, elle est genrée. C'est-à-dire que les garçons vont plutôt s'inscrire dans la logique de répulsion et de résignation, et les filles dans la logique d'utilisation et d'actualisation, parce qu'elles vont voir dans le système éducatif, dans l'école, l'espoir de s'émanciper et d'être indépendantes et autonomes dans leur vie future. Alors en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que même si nous ne nous accordons pas tous sur la définition de la réussite éducative, on doit tout de même s'accorder sur le fait qu'un parcours éducatif réussi, c'est un parcours qui prend en compte les capacités des élèves, des enfants et qui cherche à en tirer le meilleur afin que l'enfant soit acteur de sa propre réussite. Choisir à sa place ou lui donner que peu de choix, comme c'est souvent le cas malheureusement, ce n'est pas une solution pérenne. Et dans le fond, quand on parle de réussite, la question que l'on devrait d'abord se poser en fait, c'est on réussit pour qui et on réussit pourquoi. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le contenu que je vous ai proposé aujourd'hui vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Moi, personnellement, j'ai appris des choses. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous aurez accès en lien sous la vidéo aux sources utilisées pour effectuer cet épisode-là. Je vous dis
à très bientôt pour un tout nouvel épisode qui, si je ne me trompe pas, sera consacré à la place des parents dans le système éducatif à la française.